dans le déroulement de la campagne électorale, Monsieur Le Pen. Nous sommes arrivés au stade où les spécialistes du sport parlent de la ligne droite. Je crois que c'est un petit peu tôt pour la ligne droite, parce qu'il reste encore tout de même 7 jours de campagne électorale pendant lesquels il peut se passer beaucoup de choses. Et à ce stade, je voudrais, avant que nous commencions notre entretien, m'adresser à tous les Français très très nombreux qui m'écrivent pour m'excuser auprès d'eux de ne pouvoir leur répondre personnellement. M'adresser aussi à toutes les organisations syndicales, nationales, de tous ordres, qui me demandent ce que je pense sur tel et tel sujet, et posent, il faut le dire, comme à tous les candidats, des milliers de questions. D'abord parce qu'il me serait impossible de leur répondre, et puis parce que je crois qu'il y a un espèce de malentendu. Le président de la République n'a pas à prendre position, je crois, sur l'ensemble des problèmes politiques qui se posent au pays, en particulier dans le détail. Cela appartient à l'ensemble des pouvoirs publics, et d'abord et avant tout aux assemblées élues, c'est-à-dire au Sénat et à l'Assemblée nationale. Le président de la République doit, je crois, définir un certain nombre d'orientations générales et présenter une manière de concevoir l'avenir du pays. C'est, je crois, exactement son rôle. Il n'a pas à répondre à toutes les questions de détail que tout le monde se pose. Mais dans le domaine économique et social, quelles sont vos orientations? Écoutez, le domaine économique et social, c'est un domaine, somme toute, essentiel, mais relativement simple. De quoi s'agit-il? Le domaine économique, c'est en fait de faire grandir le gâteau que tous les Français ont à se partager. Le domaine social, ce sont les méthodes qui conduisent à le partager de la manière la plus juste possible. Alors, pour faire grandir le gâteau, il me paraît qu'il n'y a que quelques méthodes tout de même bien connues. Et d'abord, celles qui sont basées sur le travail de la collectivité, chacun apportant à cette œuvre nationale dont tout le monde doit bénéficier le maximum d'efforts et le maximum d'efficacité. En ce qui concerne la répartition de ce produit national, il est bien évident que le produit du travail, ce qui est conquis en quelque sorte par l'effort des hommes et des femmes de ce pays, doit être réparti de manière juste et proportionnellement, d'une part à leurs besoins et d'autre part aux efforts qu'ils ont faits pour le conquérir. La justice veut aussi qu'on ne prélève sur chacun d'entre eux que ce qui est absolument nécessaire pour faire fonctionner les services publics et tous les services communs à l'ensemble des citoyens et de la nation. Vous en parlez d'une façon générale, mais en particulier, quel sera le sort des travailleurs manuels? Écoutez, je pense que dans notre pays, le problème social ne sera véritablement résolu que si l'on règle le problème et la place des travailleurs manuels dans le pays. Parce que, autrement, l'incessante course des salaires et des prix aboutit en fait à maintenir une hiérarchie dont la base est elle-même située au-dessous de ce que je crois être le minimum décent. Par conséquent, le travail manuel, dans la mesure où il est indispensable et quelquefois beaucoup plus pénible que beaucoup d'autres formes d'activité humaine, doit être récompensé et rémunéré et honoré dans la mesure même de son absolue nécessité pour la vie de tous les jours. Je pense que ce problème ne peut être résolu valablement que si cesse une situation qui est causée, à mon avis actuellement, par la présence d'une forte pression de l'immigration étrangère utilisée pour maintenir au plus bas du niveau de rémunération un certain nombre de travaux. J'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure dans ce débat sur le problème général de l'immigration, qui est un des problèmes les plus sérieux que nous avons à traiter, mais en ce qui touche la rémunération des travailleurs manuels, je suis obligé de constater que sans la présence de cette espèce de pression, normalement, le prix du travail manuel devrait se situer à un niveau général qui est celui de l'offre et de la demande. Et pour ma part, je ne vois aucun inconvénient à ce que tel ou tel travail difficile, dangereux ou salissant soit payé à un prix élevé, puisqu'il me paraît que c'est justice. Or, M. Giscard d'Estaing a dit, s'agissant de l'emploi de la main-d'œuvre étrangère immigrée, qu'elle était indispensable à l'expansion. Il a oublié de dire
que les bénéfices de l'expansion étaient plus généralement touchés dans le 16e arrondissement et dans les beaux quartiers, alors que les inconvénients qui résultent de l'emploi de cette main-d'œuvre étrangère se ressentaient surtout dans les quartiers et dans les milieux populaires. Mais je m'explique. Prenons un travailleur qui touche 1 500 francs par mois, par exemple dans le bâtiment. Nous pensons tous que c'est dans le fond un bénéfice qui est fait, puisque on obtient ce service pour un prix relativement peu élevé. C'est une erreur de calcul totale, puisqu'aussi bien ce travail qui devrait être payé, par exemple, 3 000 francs, si on laissait le marché du travail libre, coûte à la collectivité une somme d'au moins 2 000 francs, puisqu'il faut fournir aux travailleurs immigrés tout un ensemble de prestations, que ce soit de santé, de logement, d'équipements collectifs, qui, en quelque sorte, sont payés par la collectivité et ne bénéficient qu'aux employeurs du travailleur immigré. Et c'est là, je crois, une profonde injustice, d'autant que, je dois dire qu'en ce qui touche ce problème douloureux, je tiens à dire tout de suite que si la France a besoin de travailleurs immigrés, s'il n'est pas possible d'obtenir ce que j'appelle, moi, l'indépendance sociale, c'est-à-dire l'aptitude pour un pays dignement de faire face à l'ensemble de ses besoins en main-d'œuvre, eh bien, ils doivent être traités dignement. Ils doivent être respectés et il est inconcevable qu'ils ne le soient pas. Aussi bien, je pense que c'est avec de tout leur cœur que les Français regardent quelquefois ces hommes qui, individuellement, ont le mérite de venir, pour subvenir aux besoins de leur famille, travailler très loin de chez eux et dans des conditions que je trouve économiquement, personnellement mauvaises et humainement déplorables. Alors voilà, monsieur, ce que je voulais dire sur un problème qui me paraît fondamental, parce que je souhaite, et c'est bien normal pour le candidat du Front National, que nous obtenions la meilleure production possible et la meilleure répartition du travail, et que, en tout état de cause, et dans l'ambiance que nous connaissons de menaces sur l'emploi, d'abord le travail des Français soit le mieux rémunéré possible, et que ce soit les Français qui aient une priorité d'embauche, et d'autre part, que nous fassions face avec dignité aux nécessités de notre travail collectif. Mais vous abordez ces questions sans être un spécialiste. Est-ce que vous en débattez souvent avec un état-major? Bien écoutez, comme tous les candidats, comme tous les dirigeants politiques, puisque je préside un mouvement, j'ai moi aussi un état-major. Quant à la règle de la spécialité, M. Giscard d'Estaing essaye de faire croire qu'il faut posséder sur le bout du doigt les domaines économiques et financiers, parce que c'est sa spécialité, il faut bien le dire, et que tous les candidats à la présidence de la République devraient sortir de l'X. Or, je constate que dans notre pays, les présidents de la République ont été, au moins récemment, M. Auriol, un avocat, M. Coty, un avocat, M. le général de Gaulle, un militaire, et M. Georges Pompidou, un professeur de lycée. Alors, par conséquent, je crois qu'il n'y a pas là de spécialité. Je ne suis pas Pic de la Mirandole, c'est-à-dire que je ne sais pas en mon temps tout ce qui se sait, et que je crois que personne, pas même M. Giscard d'Estaing, ne le sait non plus. Je fais donc appel, tout naturellement, à des techniciens et à des spécialistes. Je crois que ce n'est d'ailleurs pas de cela qu'il s'agit quand on désigne le président de la République. Il s'agit, et je l'ai déjà dit, de désigner un homme qui soit libre. C'est-à-dire un homme qui ne doive rien à aucune des puissances qui pèsent sur l'État. C'est-à-dire les puissances financières, les puissances économiques ou les puissances syndicales, oligarchies de tous ordres. Je crois que ce doit être un homme de caractère et hélas, je ne suis pas sûr que ce soit une qualité qui se démontre aisément dans les concours ou même dans les examens de l'université. Ensuite, je crois que ce doit être un homme de bon sens, c'est-à-dire un homme qui a une connaissance des véritables problèmes humains qui se posent au pays. Or, je crois, dans ce domaine-là, avoir parcouru pratiquement toute l'échelle de la production, puisque j'ai été dans ce qu'on appelle le secteur primaire, puisque j'ai été marin-pêcheur et que je suis d'une famille de paysans, ce sont les producteurs. J'ai été dans le secteur secondaire, celui de la transformation, puisque j'ai été ouvrier, j'ai été mineur de fonds, et j'ai été, et je suis encore, en même temps qu'un salarié, un chef d'entreprise, c'est-à-dire quelqu'un qui doit se poser tous les jours les problèmes de l'emploi, les problèmes du développement économique, les problèmes des prix de revient, les problèmes fiscaux, que je suis de surcroît, j'ai fait des études de sciences économiques, sociales et politiques, et par conséquent, j'estime n'avoir aucun complexe à avoir dans ce domaine. Mais justement, vous avez besoin de connaissances parce que nous sommes dans une période inflationniste effrayante, et comment envisagez-vous de réduire l'inflation? Quelles sont les économies que vous préconiserez? L'inflation est le grand drame, à la fois international et national d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'inflation? En quelque sorte, très simplement, c'est d'avoir une
production de monnaie, en quelque sorte de billets, qui ne correspond pas ou qui est plus importante que la masse des biens qui sont produits. C'est ce qui fait que l'argent que vous recevez comme salarié, comme pensionné, comme retraité, ou encore l'argent que vous avez placé, que vous avez mis à la caisse d'épargne ou dans une rente, cet argent perd au fur et à mesure de sa valeur. Les conséquences d'une telle situation sont dramatiques pour ceux en particulier dont les revenus sont fixes et contribuent à appauvrir, d'autant plus que le fisc, lui, n'établit pas ces barrières fiscales, ne les adapte pas, et qu'au fur et à mesure que la vie augmente, en quelque sorte, les tranches de pression fiscale ne changeant pas, on nous prend un petit peu plus chaque fois. Quels sont les vrais responsables de cette inflation ? Eh bien, il y a, je crois, ce n'est pas aux journalistes économiques que vous êtes que je vais apprendre ça, qu'il y a une quarantaine de raisons de l'inflation, dont les unes sont certes beaucoup plus importantes que les autres. Il y a celles sur lesquelles nous ne pouvons rien faire, encore que. Ce sont celles qui touchent à l'étranger. Nous sommes obligés d'acheter des matières premières et des sources d'énergie, et de l'énergie, c'est-à-dire du pétrole. Et là, je voudrais dire tout de même, et faire mesurer à vous tous, Français, ce que nous avons perdu quand les dirigeants de notre pays ont abandonné si légèrement le Sahara français et qui pouvait nous procurer l'indépendance énergétique, l'indépendance économique et l'indépendance nationale tout court. Et puis il y a ce qui tient aux dépenses excessives d'un État dont je ne cesse de dénoncer le côté pléthorique, éminemment coûteux et peu productif, et il est bien évident que pour réduire l'inflation, il faut, et avant tout, avant de demander aux salariés de faire des sacrifices, avant de demander aux entreprises de se serrer encore la ceinture, il faut d'abord que l'État donne lui-même l'exemple, car c'est lui qui est le tuteur de l'économie et c'est lui qui est l'employeur d'un sixième des Français. C'est par conséquent lui qui doit le premier donner l'exemple de se restreindre et de restreindre ces dépenses de prestige dont vous savez ce qu'elles nous coûtent. Donc vous ne voulez pas d'un État patron, d'un État client, vous voulez surtout un État arbitre. Alors là, vous laissez la place énorme à la libre entreprise. Écoutez, je ne suis pas un fanatique de la libre entreprise. La libre entreprise n'est pas pour moi une religion. Et je pense qu'il y a des limites à assigner à l'action de la libre entreprise. En particulier quand un développement économique excessif ou des constructions financières lui donnent des moyens de pression trop importants, ou sur le marché, ou sur la vie politique, je pense que c'est à l'État, justement défenseur, lui, et débarrassé de ses fonctions économiques et par conséquent pouvant se consacrer totalement à son métier, en quelque sorte, d'arbitre, c'est à lui de mettre le holà, notamment aux grandes ententes, notamment à l'influence des trusts et notamment à l'influence des sociétés multinationales. Mais pour tout le reste, je crois on a encore imaginé aucun moyen à la fois de production économique aussi efficace et de promotion sociale plus juste que la libre entreprise. Et je tiens que malgré un État pléthorique, énorme et coûteux, c'est grâce au formidable dynamisme de l'entreprise française, des entrepreneurs français, des travailleurs français, que nous pouvons actuellement encore faire face et que nous pourrons demain vaincre dans la guerre économique dont je vous avertis qu'elle nécessitera un effort particulier, effort qui doit être celui de tous les Français, qui doit s'appuyer sur le désir légitime qu'ont les hommes et les femmes de ce pays de profiter de leur travail au sein de mécanismes économiques qui ont fait leurs preuves. Les sociétés libérales, il faut le dire, il faut le reconnaître, malgré des excès que nous combattons et que nous essayons de réduire, obtiennent des résultats en ce qui concerne la production et la répartition, et disons-le le mot, le bonheur des hommes, infiniment supérieurs à celles que procurent les sociétés collectivistes. Vous faites allusion à l'Allemagne, peut-être? Non, je fais allusion à l'URSS. En ce qui concerne l'Allemagne, qui doit pour nous être un terme de comparaison, je suis bien obligé de constater que le système économique et social mis en place en France obtient des résultats beaucoup moins bons que celui qui est en Allemagne, et précisément parce que nous avons un État bureaucratique et pesant. Deux chiffres, pour n'en citer que deux. La valeur du franc par rapport aux marques, depuis l'an 1 du marché commun, c'est-à-dire depuis 15 ans, où un marque valait 1 franc, eh bien aujourd'hui, 15 ans après, un marque vaut 2 francs. C'est-à-dire
que pendant que dans les 20 dernières années ou les 15 dernières années, nous doublions notre produit national, l'Allemagne, elle, le quadruplait. Et moi, je suis un homme réaliste, je ne suis pas un utopiste, je suis partisan d'utiliser les méthodes qui sont les plus rentables et celles qui aboutissent à obtenir une plus grande production de biens et une plus juste répartition de ces mêmes biens. Vous avez été député représentant l'Union de défense des artisans et commerçants d'une part et également défense des paysans d'autre part. Quel est le rôle que vous leur assignez de part et d'autre dans la nation? Écoutez, je pense que ces travailleurs, qui sont dans le fond la grande base humaine de notre pays, qui tout au long de l'histoire l'ont créé et l'ont animé, doivent bénéficier de la part de l'État et de la part de la nation tout entière d'un intérêt particulier. Parce que notre pays, nos hommes, nos élites sortent tous du merveilleux métier qu'est celui d'agriculteur. Parce que c'est là, au contact de la nature, qu'il faut vaincre, qu'il faut améliorer, qui ont la merveilleuse tâche de nourrir les hommes, ce que notre pays a tout de même, Dieu merci, toujours su faire, qui protège actuellement l'environnement général, qui rend au pays tous ces services. Ceux-là doivent avoir, parce qu'ils ont un travail plus pénible, qu'ils sont soumis aux difficultés de la nature, aux difficultés des saisons, ils doivent donc bénéficier de l'appui de la nation tout entière. Parce que les commerçants et les artisans sont la base populaire de ce qu'on appelle les classes moyennes, ce qui dans notre pays détruit la lutte des classes et constitue un moyen de promotion sociale considérable. Voyez-vous, quand il n'y a que l'université pour promouvoir les hommes, il faut toujours craindre que l'État, un jour ou l'autre, n'étrangle cette liberté. Tandis que, par le biais du commerce et de l'artisanat, et venant des classes populaires et de l'agriculture, peut se promouvoir les gens les plus courageux, les plus directs, les plus travailleurs, peuvent monter ainsi aux plus hauts échelons de notre pays, et c'est cela, à mon avis, qui est la véritable promotion humaine. Cette optique est une optique tout à fait de droite. Mais oui, monsieur, mais j'ai toujours dit que j'étais un homme de droite, et il n'y a absolument aucune antinomie entre la droite, le travail et une politique économique et sociale plus juste et plus généreuse, puisque notre droite, celle du Front National, celle que je représente, est une droite sociale, populaire et nationale. Pour nous, le travail, la patrie, sont les moyens de créer une plus grande justice entre les hommes, une plus grande coopération. Ce n'est pas par le développement des grèves et de la lutte des classes que l'on résoudra les problèmes qui nous menacent. Nous devons tous ensemble, Français et Françaises, lutter pour une vie meilleure, plus juste, et par là, pour un plus grand pays, pour une plus belle France.